Ils ont commencé comme des curiosités, de petits nuisibles volants, capables de causer quelques dégâts mineurs, mais qui de toute évidence n'auraient aucun impact sur la guerre en Ukraine. Mais les temps ont changé. Les drones ont eux aussi changé, passant de curiosité à éléments essentiels. Les drones ukrainiens sont désormais devenus l'arme la plus importante dont le pays dispose pour se défendre contre la Russie. Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans l'unité de drones qui a fait de la traque de la Russie une opération McDonald's 24H sur 24 et 7J sur 7. L'unité de drones s'appelle le groupe Lazar, et ce groupe a une histoire étonnamment étrange. Le 16 janvier, le Wall Street Journal a eu le privilège d'être l'un des rares médias occidentaux que le groupe Lazar a autorisé à entrer dans son domaine. Dans un bunker secret, des dizaines des meilleurs opérateurs de drones ukrainiens travaillent en cycle pour que les forces russes ne puissent échapper à ces menaces volantes, qui nuisent trop aux efforts d'invasion de Poutine. Opération continue, 24H sur 24 et 7 jours sur 7 d'une grande efficacité. Et elle a été construite sur le modèle d'un McDonald's, où chaque personne dans le bunker a un rôle précis, et tous travaillent vers un objectif commun. Pour McDonald's, l'objectif est de vendre des hamburgers. Pour l'Ukraine, il s'agit d'envoyer toujours plus de soldats russes dans la machine à broyer. Les résultats du groupe Lazar ont été spectaculaires, comme vous le verrez plus tard dans la vidéo. Cependant, les débuts de cette unité étaient très différents de ce qu'on attendrait d'un groupe devenu essentiel dans l'armée ukrainienne. Le groupe Lazar n'a pas été créé par un expert technique, ni par des militaires ukrainiens. Le groupe est en fait né de l'idée d'une personne que l'on n'aurait jamais imaginé diriger une des unités les plus efficaces d'Ukraine. Pavlo Yelizarov, un ancien producteur de talk-show télévisé devenu une figure influente du milieu militaire. Peut-être que cette évolution n'est finalement pas aussi surprenante qu'elle n'y paraît. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était, on le sait, un humoriste sans aucune expérience politique, qui est devenu le visage courageux de tout un pays qui lutte contre l'agression de Poutine. Forbes rapportait en octobre que Yelizarov, fondateur d'une structure parmi d'autres créée par des civils, a aidé l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. L'ancien producteur de télévision, qui travaillait sur une émission justement appelée Liberté d'expression, a pris sa grande décision lorsque l'invasion russe a frappé sa maison à Patchevsk, au centre de Kiev. Alors que des explosions faisaient trembler le sol devant chez lui, Yelizarov a compris qu'une guerre à laquelle il n'avait jamais cru venait d'arriver. Il est resté scotché aux informations télévisées, suivant chaque minute de l'invasion jusqu'à ce qu'il ressente enfin le besoin d'agir. Décrocher le téléphone fut la première grande contribution de Yelizarov à l'effort de guerre. Il a appelé l'ancien ministre ukrainien de la Défense, Alexei Reznikov, sans s'attendre à obtenir une réponse, mais Reznikov a décroché peu de temps après son appel. Le producteur de télévision a rejoint le 126e bataillon de défense territoriale d'Ukraine, chargé de défendre Darnitsa contre l'invasion russe. Avec son AK-47 en main, Yelizarov a commencé à organiser les personnes et les ressources. Il a installé des points de contrôle, récupéré du matériel et réparé le QG du bataillon dans une ancienne maternelle. C'est sans doute là qu'Yelizarov a compris qu'il pouvait faire plus. Le producteur de télévision possédait 1,1 million de dollars en liquide. Il a dépensé plus de 400 000 dollars de cet argent au cours du premier mois environ en tant que défenseur territorial. Début avril, les combats à Kiev avaient cessé, et Yelizarov a eu la chance de ne pas avoir combattu durant ses premières semaines de guerre. Il s'est avéré que l'Ukraine a également eu de la chance. L'ancien producteur de télévision devait ensuite visiter une nouvelle unité des forces spéciales ukrainiennes, les Loups Blancs, opérant à Zaporizhia. Cette unité a d'abord montré à Yelizarov l'usage des drones au combat. Une nouvelle idée a germé, et elle allait devenir la graine à partir de laquelle le groupe Lazar est né. Le Wall Street Journal rapporte qu'Yelizarov a acheté un drone agricole à des contrebandiers, qui s'en servaient pour passer des cigarettes par-dessus la frontière. Nous avons fixé un obus de mortier de 120 mm et l'avons utilisé pour la première fois, raconte Yelizarov aux médias. Nous en étions ravis. Le Wall Street Journal publie apparemment la vidéo de cette première utilisation. Filmé par le drone survolant la cible, celui-ci transporte le mortier et verrouille la cible. Touché. L'ordre est donné. Le mortier tombe. La cible explose. Et en un instant, Yelizarov a dû réaliser que l'Ukraine avait entre ses mains une arme peu coûteuse et extrêmement efficace. Avant l'été 2022, le groupe Lazar, dans sa toute première forme, avait été créé. Il travaillait dans le garage d'un opérateur de drone de la nouvelle unité. Yelizarov a utilisé les 680 000 dollars restants de sa caisse de guerre pour acheter des pièces détachées en Chine, permettant à son équipe d'assembler des drones. Avec le nouveau drone, Yelizarov a offert son terminal Starlink pour son premier vol. Le drone a été détruit.
Mais le producteur savait que son idée valait la peine d'être développée. D'autres innovations et une croissance ont suivi. Un contact civil de Yelezarov, Mustafa Nayem, alors vice-ministre ukrainien de l'infrastructure, a fourni au groupe Lazar 4 nouveaux terminaux Starlink. Le groupe de Yelezarov a également commencé à expérimenter avec leurs drones. Une avancée majeure étant survenue lorsque le groupe a commencé à installer 12,5 batteries dans des drones qui n'en utilisaient auparavant que 2. Je ne comprenais pas pourquoi un drone devait fonctionner seulement 30 à 60 minutes par mission, dit Yelezarov. Un pack de batteries coûtait alors 1300 $, donc en ajouter signifiait un coût supplémentaire de 20 000 $ par drone. C'était cher, mais rentable, raconte Yelezarov à Forbes, ajoutant qu'avec ce drone, un pilote pouvait toucher ses équipements en une nuit contre seulement 2 auparavant. Le travail a continué et, avec la croissance du groupe Lazar, l'idée d'un McDonald's pour drones s'est développée. Je suis paresseux, je n'aime pas travailler, plaisante Yelezarov à Forbes en parlant de son style de gestion plutôt que d'être très impliqué. L'ancien producteur de télévision pensait que, après son gros investissement, sa principale tâche était de réunir la bonne équipe pour faire de la destruction par drone du groupe Lazar, une machine bien huilée. C'est comme ça que fonctionne McDonald's. Le directeur s'occupe de la supervision quotidienne, tandis que l'équipe qui l'embauche fait tourner l'entreprise comme une horloge. Pour Yelezarov, la bonne équipe est composée presque entièrement de civils, ce qui constitue encore une rupture avec ce que la plupart considèrent comme la tradition militaire. Fait marquant, 98% des membres du groupe étaient d'anciens civils, comme Nalaya, auparavant responsable d'un service administratif avant de rejoindre Lazar. Un autre coup de maître de Yelezarov a été de former une équipe de renseignement au sein du groupe Lazar, qui décide de la manière dont les drones et les munitions sont distribués aux opérateurs de drones. Cette équipe n'est pas issue du renseignement ukrainien, mais d'analystes financiers, utilisant leur expertise des flux financiers pour garantir l'arrivée des drones au bon endroit. Le groupe Lazar comptait 30 pilotes. En octobre 2025, Yelezarov prévoit de tripler ce nombre. Aussi atypique soit-il, le groupe Lazar a atteint des sommets grâce à son chef qui ne l'isole pas de l'armée ukrainienne. D'anciens civils peuvent agir dans le bunker. Le groupe de Yelezarov a rejoint la garde nationale d'Ukraine, devenant l'une des premières unités officielles de drones de l'armée. On pourrait pardonner à Yelezarov de se reposer sur ses lauriers, après avoir accompli quelque chose d'aussi important pour l'Ukraine. Mais ce n'est pas le style de l'ancien producteur de télévision. Même s'il plaisante souvent sur le fait de ne pas vouloir travailler dur, il est l'un des principaux cerveaux derrière le concept émergent de l'armée des drones en Ukraine. Il soutient cette idée en incluant le groupe Lazar dans une initiative récompensant les opérateurs de drones pour tuer des soldats russes. Le Télégraphe a rapporté ce concept le 25 janvier, révélant que les opérateurs reçoivent 12 points pour avoir tué un occupant russe, 100 pour avoir détruit un hélicoptère et 120 s'ils prennent un otage à l'aide de leur drone. Ces points servent à acheter du nouvel équipement de drone sur la place de marché Brave One en Ukraine, créant un cycle ludifié. C'est un autre exemple de la manière dont l'Ukraine a privilégié l'innovation à la puissance de feu pour se défendre contre la Russie. Un membre du groupe Lazar, Phoenix, a déclaré au Télégraphe: c'est une compétition entre les unités. Chacun veut être le meilleur. Aussi étrange que cela paraisse, l'unité de Phoenix s'est classée 4e en 2025 et veut clairement progresser en abattant plus de drones en 2026. Aujourd'hui, le groupe Lazar a perfectionné ses opérations, devenues une science. Starlink connecte les centres de contrôle en Ukraine, permettant aux drones de l'unité de parcourir de longues distances à basse altitude. Pour éviter les défenses aériennes russes, les équipes au sol opèrent en binôme. Un opérateur de drone collecte des renseignements pour un navigateur au centre de contrôle, qui réalise des centaines de missions chaque nuit. C'est une efficacité dont même McDonald's serait jaloux, et les résultats sont indéniables. Yelezarov fournit lui-même les chiffres bruts au Wall Street Journal. Les registres précis du groupe arrivent chaque jour, enregistrant tout ce que font les opérateurs de drones de Lazar. Au 16 janvier, 2096 chars russes ont été victimes des drones du groupe Lazar, affirme Yelezarov. 3150 véhicules blindés russes ne sont plus que des carcasses calcinées abandonnées sur le champ de bataille. Grâce aux efforts de cette seule unité de drones, et le groupe Lazar continue d'avancer, 765 unités d'artillerie automotrice russes ont rencontré les drones Lazar. Environ 5500 camions de transport ont découvert que la menace aérienne qui rôde la nuit est tout aussi heureuse de les cibler que de détruire les blindés russes. Ajoutez tout cela au reste du matériel que le groupe Lazar a détruit avec ses drones, et vous obtenez un chiffre énorme.
24 000 unités de matériel en plus du coût pour la Russie de l'équipement qu'elle comptait utiliser pour tout. Des assauts contre les défenses ukrainiennes, à la logistique, à l'intérieur de l'Ukraine occupée. Les efforts du groupe Lazar ont également indirectement retiré des milliards de dollars du fonds d'invasion de Poutine, selon un rapport d'Army Inform du 18 janvier. Le groupe Lazar a réussi à détruire pour plus de 15 milliards de dollars d'équipements russes, depuis que Poutine a lancé son invasion à grande échelle en février 2022. Ce chiffre ne vient pas de Yelazarov lui-même, c'est plutôt le porte-parole de la garde nationale d'Ukraine, Ruslan Muzyczuk, qui a révélé à quel point le groupe Lazar a été efficace. Nous développons des systèmes sans pilote, et le groupe Lazar est l'un des plus performants en Ukraine. Depuis le début de l'invasion, ils ont détruit plus de 15 milliards de dollars de matériel, a indiqué Muzyczuk. D'autres suivront. En fait, c'est déjà le cas. Le même jour où Muzyczuk a partagé le chiffre de 15 milliards de dollars, Defense Express a indiqué que les opérateurs de drones du groupe ont neutralisé 13 équipements russes supplémentaires dans le secteur de Lyman, où agit le 3e corps d'armée ukrainien. En collaboration avec ce corps, le groupe Lazar a détruit un camion-citerne, 2 camions de transport et 10 véhicules blindés de combat. Le 2 février, le groupe était de nouveau à l'œuvre. Cette fois, le groupe Lazar a réussi à neutraliser un système lance-flammes lourd appelé Tosun Assault Sepiok, qui se trouvait dans la région de Belgorod, en Russie. 4 drones FPV précis ont suffi. Le lance-flammes est désormais détruit. Ces destructions sont des victoires pour Yelazarov et le groupe Lazar. Il affirme au Wall Street Journal vouloir aider les membres de l'OTAN à acquérir des capacités comparables. Avant d'analyser cette affirmation, approfondissons ce que représente vraiment le groupe Lazar. Ce n'est pas une unité civile qui se limite à aider. Alors que l'armée ukrainienne accomplit tout le travail difficile, le groupe Lazar a changé le visage de la guerre, transformant les drones d'armes expérimentales en atout indispensable. L'innovation, dans la réflexion comme l'équipement, qui a permis au groupe Lazar de devenir ce qu'il est, reste bien vivante en Ukraine. Les drones ont changé la guerre à jamais, au point que leur existence a eu un impact énorme, non seulement sur la stratégie, mais aussi sur les aspects psychologiques de la guerre. Quiconque a vu des images d'un drone FPV ukrainien foncer sur un soldat russe pourra vous le confirmer. Alors qu'avant l'invasion de Poutine, les soldats devaient principalement s'inquiéter de l'artillerie, des mortiers et de ce qu'on considérait comme des équipements plus avancés, comme les avions et les missiles qu'ils transportent. Maintenant, ce sont les drones qui représentent la menace constante. Tout soldat, qu'il soit russe ou ukrainien, qui se retrouve même en terrain semi-ouvert, le sait désormais. Un drone de reconnaissance peut planer au-dessus de lui. Un drone FPV peut être en route. Les zones autrefois considérées comme au moins relativement sûres sont désormais des pièges mortels. Comme l'a dit l'intérêt national en juin 2025, de petits quadricoptères très maniables, pilotés par des opérateurs portant des lunettes, réalité virtuelle. Les drones kamikazes sont peu coûteux et très efficaces pour des frappes furtives, précises et dévastatrices, obligeant les soldats à surveiller sans cesse le ciel pour repérer ces petits envahisseurs. La pression mentale est immense et les innovations affluent. Les drones ukrainiens attaquent désormais aussi sur l'eau, plus seulement dans le ciel. L'Ukraine, malgré une marine très limitée, a détruit environ un tiers de la flotte russe de la mer Noire, dont beaucoup de navires touchés par des drones. L'Ukraine a infiltré des drones en Russie, notamment lors de l'opération Toile d'araignée visant des bases aériennes et avions russes. 2025 a été l'année de percée pour les drones longue portée de l'Ukraine, qui devraient coûter à la Russie 74,1 milliards de dollars, soit un peu plus de 4% du produit intérieur brut du pays, rien qu'entre janvier et août. Dans un cas, un drone a même pu larguer un vélo électrique à un soldat ukrainien blessé, qui a ensuite utilisé le vélo pour s'éloigner du danger. Le groupe Lazar n'est pas responsable de toutes ces innovations. Il vise surtout à détruire un maximum de forces russes en Ukraine. Yelazarov fait partie de ceux qui ont fondé la nouvelle manière de faire la guerre. Il n'est pas étonnant que la Russie et l'Ukraine soient toutes deux engagées dans une course pour construire plus de drones et des drones de meilleure qualité. Chaque fois qu'un camp propose un nouveau concept, l'autre répond avec le sien. Un duel mortel, axé sur les machines, est en cours, et l'Ukraine semble garder une longueur d'avance. En novembre, Forbes a indiqué que la Russie cherchait à adapter sa stratégie en misant sur des drones réutilisables. Outre les drones kamikazes employés par les deux camps en Ukraine, l'armée russe a aussi montré des images de drones intercepteurs réutilisables, affirmant qu'ils peuvent stopper les drones longue portée ukrainiens, avec des méthodes aussi absurdes que jeter une boîte de ragoût dessus. La légitimité de ces affirmations est contestée, surtout venant de la Russie. L'Ukraine a réagi en rendant ses drones de première ligne plus efficaces.
Aujourd'hui, ces drones éliminent les soldats russes presque aussi vite que Poutine recrute de nouvelles troupes. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Syrski, l'a déclaré en janvier. Rien qu'en décembre, on a compté 33 000 pertes russes confirmées causées par des drones, à un moment où la Russie recrutait environ 36 000 soldats par mois. L'Ukraine et la Russie veulent toutes deux remporter la compétition de drones. Et cela nous ramène à Yelazarov dans ses commentaires sur l'OTAN. Alors que l'Ukraine et la Russie s'affrontent dans cette guerre, les membres européens de l'OTAN restent à la traîne. L'Europe a déjà perdu 2 ans de préparation à une véritable guerre, déclare Yelazarov au Wall Street Journal, en évoquant son souhait d'internationaliser l'opération du groupe Lazare. Ce qui se passe, ce ne sont que des paroles en l'air, des mots vides comme « les drones, c'est bien ». Il n'y a absolument rien derrière ces mots en Europe, dans leur ministère de la Défense. C'est une critique sévère de la préparation de l'Europe à une guerre de drones comme en Ukraine. Cependant, ce n'est pas totalement faux. Beaucoup de discussions sur les drones en Europe, mais peu d'actions concrètes, malgré les promesses d'investissement souvent avec l'Ukraine. On envisage de créer un mur de drones pour sécuriser des zones en Europe. Cependant, il y a peu d'informations sur la façon dont ce type de guerre fonctionnerait, ou même si l'Europe est capable de le construire. Bien sûr, on parle de cette guerre, mais même le Parlement européen le dit. L'initiative européenne de défense contre les drones, d'une valeur de 7 milliards de dollars, visant un système de pointe et interopérable, ne sera pleinement opérationnelle qu'à fin 2027. Alors que la Russie teste les réactions européennes avec ses drones longue portée, ces incursions entraînent souvent des réponses des chasseurs d'intervention rapide. L'équipe d'alerte de réaction rapide de la Royal Air Force britannique à Lossiemouth a été déployée 76 fois depuis 2018, dont 41 fois en lien avec des aéronefs militaires russes, peut-être y compris des drones. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, ne doute absolument pas que l'Europe n'est pas prête à affronter la Russie. À Bruxelles fin janvier, Mark Rutte a affirmé « Si vous pensez que l'Europe peut se défendre sans les États-Unis, continuez à rêver. Nous avons besoin les uns des autres. » Mark Rutte évoquait la puissance des États-Unis en temps de guerre. Son point principal est que l'Europe doit mieux se préparer face à la Russie. Comme le souligne Yelazarov, notre innovation est notre seul salut dans cette guerre, conclut-il au Wall Street Journal. Les drones ont déjà transformé le champ de bataille et continueront de le faire. C'est l'avenir des guerres, le monde en sera durablement changé. Yelazarov a raison, et il estime que l'OTAN, en particulier les membres européens de l'organisation, doivent arrêter de parler et commencer à agir. C'est ce qu'a fait Yelizarov. Et pour l'instant, le groupe Lazare a transformé la chasse aux forces russes en une entreprise, et les affaires sont florissantes. Le McDonald's des drones a fortement affaibli l'armée russe, forçant Poutine à utiliser les pires soldats pour les assauts. La Russie est devenue une nation chère à canon, car Poutine envoie ses soldats mourir face aux drones ukrainiens. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Et si vous voulez en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour en savoir plus sur l'évolution constante de la guerre en Ukraine. Et merci, comme toujours, de nous regarder.